Salam alaikum. Bon, je crois que les gens ils sont en train de faire la sieste ou je ne sais plus quoi, mais enfin, nous on va démarrer parce on est limité par le temps, c'est 14h30, 15h. Et comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la gastropédiatrie. Et j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de vous présenter Madame Drissi Azami, qui est gastropédiatre du CHU de Fès, sous la présidence du professeur Ida. Et donc, elle va nous traiter de l'hélicoptère pylori et donc les activités chez l'enfant. Et moi, je peux vous raconter, j'ai une minute pour vous dire que la semaine dernière, j'étais invité chez les omnipraticiens et quand je lui dis que je vais aller à Fès pour la gastropédie chez l'enfant, il y a une omnipraticienne généraliste qui m'a dit « Pourquoi ça existe chez l'enfant ?» Tel que. Et donc là, maintenant, tout ce qu'il va nous dire, moi je vais le rapporter. J'ai une mission difficile alors. Et à vous l'honneur et le plaisir. Merci beaucoup, Madame Drissi. Alors, rebonjour tout le monde. Merci, Monsieur Ben Hussein, pour cette jolie introduction. Alors, quelqu'un peut me... alors, on parle souvent de l'hélicobactère chez l'enfant. On se demande, est-ce qu'on a encore des choses à dire en ce sujet actuellement? Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être lent. 2 ou 3 petits messages à faire passer rapidement, à l'instar des dernières recommandations des sociétés savantes. La première question qui se pose, à tel point on va croire que c'est l'HP qui est coupable de tout ce qu'on voit chez nos malades qui ont des problèmes gastriques ou des problèmes digestifs, on va dire. À tel point il est le seul coupable de ce qu'on a devant nous, ou il est l'un des coupables parmi d'autres, ou il est juste victime et la cause des symptômes, elle est ailleurs. Donc, pour ça, j'ai choisi de commencer par 2 petits cas cliniques pour vous rapprocher de ce que je suis en train de dire. Alors, Samira, 12 ans, elle a un bon niveau socio-économique, ça c'est important dans cette observation. Vomissement chronique depuis longtemps, avec quelques douleurs épigastriques rapportées, avec un retentissement staturopondéral, et on notait une histoire d'HP chez la maman traitée. Donc, on lui fait un antigène HP dans les selles, on le trouve positif. Et donc, elle a reçu le traitement anti-HP. D'ailleurs, plusieurs traitements, mais à chaque fois, il revenait avec la même chose. Donc, je vous passe les diagnostics qu'on avait évoqués jusqu'aux causes psychogènes. Bref, on fait une fibroscopie œsogastro-duodénale et on ne trouve rien au niveau de l'œsophage, on ne trouve pas d'hernie hiatale, mais on trouve une gastrite nodulaire. Vous savez, la gastrite nodulaire, c'est un signe presque pathognomonique de l'infection à HP endoscopiquement. Et donc, en biopsie. Mais il n'y avait pas que ça sur la fibroscopie. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Une grande stase biliaire gastrique avec une dilatation de D1, chose qui nous a fait penser à un problème duodénal peut-être. Et là où on a demandé un TOGD, une opacification, qui avait montré effectivement un diaphragme duodénal incomplet. Et c'est vrai qu'on n'avait pas prêté attention à ce que disait la maman auparavant, c'est qu'il y avait quand même quelques épisodes de vomissement bilieux chez cette petite. Deuxième cas, Fatem Zara, âgée de 15 ans, pas d'antécédent particulier jusque-là, vomissement depuis juste 5 mois. Mais elle est, quand vous voyez sur la photo, dénutrie. Elle a même été hospitalisée dans un CHP avec des hydratations sévères, troubles ioniques carrément. Et elle nous a été adressée par sa TDM abdominale qui était normale et même sa TDM cérébrale pensant à un problème neurologique. On fait la fibro, elle est venue pour ça d'ailleurs. Donc on trouve une gastrite nodulaire, sans plus, et on fait des biopsies. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur l'histologie, excusez-moi par rapport à la qualité? De nombreux HP. Et donc on se dit, on n'a rien trouvé sur les scanners, sur les explorations auparavant, à part cette gastrite, on fait le traitement HP, on voit. Donc elle a pris le traitement et s'est améliorée cliniquement. Donc on a crié victoire. Mais juste après l'arrêt du traitement, elle a repris les mêmes signes d'avant. Et là, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Et donc, on était obligé de l'hospitaliser pour étudier son comportement de près. Est-ce que ce n'est pas une anorexie mentale? On a dû appeler le psychologue, il nous a rassurés par rapport à ça. Et on a même fait un bilan métabolique surrénalien, etc. On n'avait rien trouvé chez cette petite.
tel point, on avait redemandé une relecture du scanner qu'il avait ramené avec elle, et on a trouvé le syndrome de la pince aortomésentérique. Vous savez, cette fameuse pince qui va coincer une portion de D2 et qui va provoquer une stase en amont, et puis des vomissements et une dénutrition. Voilà. Voilà la petite maintenant, après traitement chirurgical, traitement nutritionnel. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre la première et la deuxième photo. Moralité de ces histoires, c'est que l'HP est très fréquent. Regardez dans cette étude qui a été faite au CHU de Fès avec le laboratoire de bactériologie, on avait biopsié tous les enfants qui venaient pour endoscopie, pour n'importe quel motif. Et on avait trouvé une prévalence de 61%. Et un travail juste avant avait trouvé une prévalence de 75%. C'est-à-dire que vous avez 75 chances de trouver l'HP sur 100 malades que vous testez. Et ce n'est pas une raison pour dire que c'est uniquement ça, ou là c'est ça qui est responsable de sa symptomatologie. Vous voyez que les signes cliniques qui nous poussent à penser à l'HP sont non spécifiques. Il y a les vomissements, les douleurs abdominales d'abord, les vomissements, la mauvaise haleine, parfois des hématémèses de petite abondance, et il y a des signes généraux, l'anorexie, l'asthénie, etc., l'anémie, on va en voir. C'est pour ça que maintenant, les dernières recommandations des sociétés savantes, c'est la société nord-américaine et européenne de gastroentérologie et nutrition pédiatrique, qui sont sorties en 2024, ils ont cerné un petit peu les indications de demande, ou bien de test de l'HP. Quand est-ce qu'on doit tester ces enfants? Ils ont effectivement limité ces indications à 3 rubriques, qui sont le fait de trouver des ulcérations ou bien des érosions ou bien une gastrite nodulaire à l'endoscopie. Ou bien quand vous avez une anémie par carence martiale, mais qui n'a pas répondu au traitement martial auparavant, c'est-à-dire que ce n'est pas le bilan initial. Et puis, chez un malade qui a un cancer gastrique chez l'un de des parents au premier degré, et là, ils indiquent les tests non invasifs. Alors, vous voyez que c'est limité si on retient que les recommandations des sociétés savantes. Mais regardez, dans notre pratique, qu'est-ce qu'on voit le plus? C'est les douleurs abdominales. Dans cette série de mon maître, professeur Hida, qui s'excuse d'ailleurs, il n'est pas parmi nous, il est un petit peu fatigué. Alors, il a trouvé 66% de douleurs abdominales dans la série HP+. Dans la série de Nicolas Kalash, qui est une référence française en HP, il a trouvé presque la même chose, 62% des indications de l'endoscopie pour chercher un HP. 62% c'était des douleurs abdominales, pour dire que c'est assez fréquent. Mais quelles sont en fait ces douleurs abdominales? En général, c'est des douleurs épigastriques. C'est les douleurs de la gastrite. C'est des douleurs épigastriques qui sont rythmées par les repas et qui sont associées à un certain nombre de signes généraux. Maintenant, quand vous tombez sur des biotypes qui sont l'angéline, vous pouvez trouver que le bas-fond gastrique est situé au niveau de l'hypogastre. C'est-à-dire que même une douleur basse, ça peut être en rapport avec un HP. Et puis même, les douleurs de l'épigastre ne sont pas toujours gastriques. Et s'ils sont gastrites, et s'ils sont une gastrite, ce n'est pas forcément la gastrite à HP. Bien, alors en conclusion, ce lien entre l'HP et la douleur abdominale, il est bien là, il est fréquent, il est rapporté, mais il est très controversé dans la littérature. On trouve de 7 à 60% des cas de douleur dans les séries. Donc il faut le prendre avec une grande attention. En tout cas, aucun test d'HP devant les douleurs abdominales fonctionnelles, où il n'y a aucun signe organique comme leur nom l'indique, il n'y a aucun signe de retentissement général. Pas de test devant une investigation initiale d'une anémie, on l'avait dit, et pas de test devant une petite taille. On avait l'habitude de croire que c'est l'HP qui peut donner des retards saturopondéraux, mais les recommandations disent qu'il faut passer par toutes les autres des retards saturopondéraux et il faut chercher la cause, et ce n'est pas uniquement l'HP. Le PTI, pareil. Le PTI chronique, jusqu'à 2022, c'était une indication à chercher l'HP. En 2024, non. À partir de 2024, il est sorti des indications. Et ça ne nous intéresse pas beaucoup, les enfants appartenant à des groupes ethniques, mais qui vivent en Amérique du Nord et en Europe et qui ont possibilité d'avoir un carcinome gastrique. Pourquoi chercher l'HP? Je pense que je vais passer cette diapo parce que vous connaissez que l'HP a été classé comme oncogène de première classe par l'OMS depuis 1994. Et donc, c'est vrai que le carcinome est très, très rare chez l'enfant,
Il peut aussi donner des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux qui sont aussi rares chez l'enfant. 10% des enfants peuvent les avoir et de temps en temps, on tombe sur ces ulcérations. D'ailleurs, ces photos relèvent du CHU de Fès. Et dans la majorité des cas, c'est des gastrites chroniques. Maintenant, si on voit sous le microscope, jusqu'au stade de la gastrite chronique active, les lésions peuvent être réversibles. Mais au-delà, cette gastrite chronique, elle peut évoluer vers l'atrophie. Et vous savez que l'atrophie est le lit de développer éventuellement un carcinome gastrique. C'est pour ça qu'avant le stade de l'atrophie, il n'y a aucune indication à faire une endoscopie de contrôle. Et après le stade de l'atrophie, on est obligé de faire un suivi endoscopique, peut-être toutes les 3 ans si l'atrophie est légère. Le rythme est dicté par le degré de l'atrophie en fait. Et dans notre série, je reviens à notre série de Fès, on avait trouvé que plus de la moitié des enfants, 53%, avaient une atrophie gastrique, ce qui n'est pas bénin. Maintenant, la deuxième question. Comment chercher l'HP? Il y a une multitude de tests dont on dispose. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut se contenter uniquement des tests non invasifs? Est-ce qu'il faut faire obligatoirement les tests invasifs? Les tests non invasifs reconnus, c'est l'antigène HP dans les selles, c'est le test respiratoire à l'urée marqué. Maintenant, les tests invasifs, vous les connaissez, c'est la fibroscopie qui va permettre en même temps de faire des biopsies pour la culture, des biopsies pour la PCR, éventuellement, et des biopsies pour l'histologie. Malheureusement, on a la PCR, la culture. On avait fait ça dans le cadre d'un travail de doctorat, mais plus maintenant. Et donc, on se contente de l'histologie. L'antigène HP dans les selles a été démontré très sensible, très spécifique, très performant, que ce soit en matière de diagnostic comme en matière d'éradication. Mais attention, il faut le faire par méthode monoclonale. Je ne sais pas, vous n'arrivez pas à voir, c'est vrai. Alors, s'il est fait par méthode polyclonale, il n'est pas fiable. S'il est fait en utilisant des anticorps monoclonaux, là, c'est fiable, c'est sensible et c'est spécifique au-delà de 90%. Maintenant, il y a des études qui ont comparé l'antigène dans les selles et la PCR dans les selles. Je vous laisse regarder les avantages, mais les inconvénients existent aussi, que ce soit dans l'antigène que dans le PCR. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'antigène dans les selles. Alors, les inconvénients, vous voyez devant vous, ça converge vers les faux négatifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de faux négatifs dans l'antigène dans les selles. Dans la PCR, on peut parfois avoir des faux positifs parce que ça peut faire des interférences avec les bactéries qui sont mortes. La PCR peut détecter même les bactéries qui sont mortes. Maintenant, comment diagnostiquer? Tout à l'heure, on a vu comment chercher l'infection à HP, comment tester l'enfant pour l'HP, mais maintenant, comment diagnostiquer? Vous voyez les recommandations de 2024, c'est ce qui est rouge, c'est la biopsie gastrique. Il faut passer par la biopsie gastrique pour confirmer avant de traiter. Maintenant, quand traiter, effectivement, c'est une question qui peut se poser. D'ailleurs, maintenant, on a beaucoup de travaux qui disent que est-ce qu'il faut traiter tous les enfants infectés? L'enfant n'est pas comme l'adulte. Les complications, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas très fréquentes, le carcinome, etc. Et puis, il y a risque de résistance des antibiotiques, notamment à la clarithromycine. Et puis, il y a même certains travaux qui parlent maintenant du rôle bénéfique de l'HP, notamment en matière de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de l'obésité et de l'asthme. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire entre traiter et ne pas traiter? Il y a d'autres articles qui disent que de toute façon, on croit que de toute façon, l'HP est pathologique chez l'enfant, pareil que chez l'adulte, même s'il est asymptomatique. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué qu'il y a des biomarqueurs, les biomarqueurs qui jouent un rôle constant dans la carcinogénèse, ils sont aussi bien présents chez l'adulte que chez les enfants. Raison pour laquelle les travaux ont proposé un compromis, les HUA ne traitaient que sur des arguments cliniques forts et en faveur, et avec endoscopie, et il faut traiter les enfants surtout à partir de la préadolescence, c'est là où les lésions vont évoluer probablement vers les métaplasies, etc. Quel protocole thérapeutique? Vous savez qu'il y a beaucoup de protocoles thérapeutiques. Celui qu'on a adopté actuellement, c'est la trithérapie. Trithérapie pendant 14 jours, basée sur l'IPP, l'amoxicilline et le métronidazole ou bien la clarithromycine. Comment choisir? Les articles, les pays qui déroulent les tests de sensibilité, ils se basent en fonction du test de sensibilité qui a été fait. Nous, on ne l'a pas, et raison pour laquelle je vous mets directement cette diapo. En cas de sensibilité non connue, il faut se baser sur ce qui est entouré en rouge pour pouvoir proposer un certain nombre de protocoles. D'accord? Alors, ce qui est en rouge, c'est qu'il faut se baser sur l'expérience clinique que vous avez, sur la sensibilité présumée qu'on peut connaître de la région, et puis aussi
ça c'est important, sur les prises antérieures du métronidazole, c'est spécialement ça, le métronidazole et la clarithromycine. Qu'est-ce qu'il avait pris récemment? S'il avait pris récemment le métronidazole, je préfère la clarithromycine et vice-versa. D'accord? Alors, il y a beaucoup de protocoles, mais on commence toujours par la trithérapie. Si ça ne marche pas, on verra par la suite si on change de protocole, notamment passer au traitement séquentiel ou bien au traitement concomitant lié à l'association métro-clarithromycine, amoxicilline et IPP, ou bien à des fortes doses. Alors, les fortes doses, c'est carrément arriver jusqu'à 75 mg par kilo par jour de l'amoxicilline, ou bien le métronidazole jusqu'à 30 à 40 mg par kilo par jour. Sinon, il y a la quadrithérapie, utilisant le bismuth, chose qu'on n'a pas au Maroc. C'est le fameux Pilera que vous connaissez. Et le Pilera, il est contre-indiqué avant l'âge de 12 ans. Il est déconseillé avant l'âge de 18 ans. Mais il y en a certains qui le donnent à partir de 14 ans sous surveillance. Et puis, si on n'a pas d'autres possibilités thérapeutiques. Maintenant, il y a d'autres possibilités, la lévofloxacine, les tétracyclines en dehors du Pilera. Mais bon, ça c'est à discuter avec les spécialistes par la suite. Notre travail en 2013 avait comparé la trithérapie classique dont j'ai parlé tout à l'heure avec le traitement séquentiel et regardé la différence entre les deux. Je pense qu'en l'absence d'un test de sensibilité, le traitement séquentiel reste pour nous adapté puisqu'il utilise les deux. Et puis, si vous avez décidé de traiter, il faut quand même aller jusqu'au bout et il faut contrôler l'éradication thérapeutique. Et le contrôle de l'éradication, tous les travaux s'accordent sur le test respiratoire à l'urée marquée. Quand il n'y a pas d'indication à refaire la gastroscopie, effectivement, parce qu'on peut refaire la gastroscopie si on avait des lésions d'ulcération très profondes ou si on avait des ulcères auparavant ou là si on a des lésions d'atrophie après. Alors, c'est vrai que les performances du test respiratoire sont bonnes, et surtout au-delà de l'âge de 6 ans, sensibilité et spécificité. Alors, test respiratoire positif, c'est-à-dire que la bactérie est là, parce que c'est elle qui transforme l'urée marquée en acide carbonique marqué. Si la bactérie n'était pas là, ça ne serait pas positif. Alors, maintenant, les recommandations disent qu'on peut utiliser ce test. D'abord, c'est ce test, mais sinon, si vous optez pour l'antigène dans les selles, il faut 2 tests d'antigène dans les selles pour dire que c'est complètement négatif. En tout cas, pas de sérologie. Vous voyez que je n'ai pas parlé de sérologie, même pour le diagnostic. Alors, pour l'éradication, c'est encore pire de demander une sérologie parce que ça va être positif de toute façon. Et le malade est guéri sous antibio. On ne peut pas savoir s'il est guéri ou pas, en tout cas. Il faut faire les autres. Alors, en conclusion, il faut bien choisir qui tester parmi les patients que vous voyez qui se plaignent de signes digestifs. Il faut commencer par les tests non invasifs, et qui est surtout, selon les recommandations, l'antigène dans les selles, s'assurer du diagnostic par l'endoscopie et par l'histologie, contrôler l'éradication, c'est surtout le test respiratoire, et puis bien sûr, il est temps de développer toutes les autres techniques, PCR et culture, pour pouvoir adapter notre traitement en fonction de l'antibiogramme. Je vous remercie. C'est tout? C'est tout. Je vous ai fait gagner un peu de temps. On en demande toujours pour vous. Merci beaucoup de cet éclairage. Il y a eu un travail de professeur Hilda, vous devez le connaître, de 2008. Il parlait de vaccins chez les souris pour le moment. Est-ce que depuis 2008 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des progrès dans ce sens? Et puis on a parlé des biothérapies aussi. Et votre avis, s'il vous plaît? Effectivement, j'ai cherché sur le plan vaccination contre HP. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin contre l'HP. Les études sont en cours. Pour la biothérapie, je n'ai pas trouvé grand-chose. À part l'antibiothérapie et ce qu'on a proposé tout à l'heure. La parole est à la salle. Et donc, on aura l'éclairage de professeur Haj Khalifa. Et c'est nécessaire. Il faut toujours qu'on passe par elle. Allez-y. Merci, Madame Idrissi. Je remarque une chose. Il y a des années, je me suis intéressée à cette pathologie, tu sais pourquoi. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, la seule différence, c'est l'existence au niveau des selles de l'antigène. Ça, oui, je crois que c'est quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de différence entre quoi et quoi? Ben, avant, on disait le sel n'apporte rien du tout. Les selles n'apportent rien du tout. Maintenant, vous dites que c'est quand même un élément non invasif pour faire le diagnostic. La deuxième chose, la durée du traitement séquentiel, il n'est pas le même. Si au cours de l'endoscopie, vous trouvez par exemple un ulcère accompagnant cette infestation par l'Helicobacter pylori, il y a certainement
un changement dans la durée du traitement. Voilà. Alors, en matière d'antigènes dans les selles, c'est des travaux récents que j'avais présentés. Et ils parlent d'une bonne performance quand même sur le plan sensibilité et spécificité aussi. Donc, c'est un test qu'on peut croire quand même. Est-ce qu'il faut se baser uniquement sur ce test pour traiter? Les recommandations disent que non, il faut quand même compléter. D'accord, pour s'assurer et pour voir les complications et pour voir les autres diagnostics différentiels comme les cas qu'on avait présentés initialement. La deuxième question, le traitement séquentiel dure généralement 10 jours. C'est 5 jours IPP amoxicilline et 5 jours IPP métronidazole clarithromycine. Quelle était la question après? L'ulcère. Alors, en général, on prolonge la prescription de l'IPP pendant 4 à 6 semaines après la fin du traitement, même s'il n'y avait pas d'ulcère. Alors, pour l'ulcère, c'est 2 mois à 3 mois de traitement et un contrôle endoscopique. Merci. Docteur Bourham, s'il vous plaît. On prolonge l'IPP parce qu'il y a toujours un fond d'inflammation gastrique qui reste après l'éradication de la bactérie. Et raison pour laquelle on aide un petit peu par les inhibiteurs. Docteur Bourham. Merci pour cette présentation. En fait, moi, j'ai juste une réflexion. On a la Société marocaine de gastro-entérologie pédiatrique qui est très active et qui, parmi ses membres, que des gens éminents, des gens qui sont au courant de tout. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un protocole national qu'on puisse le pratiquer avec les médicaments qu'on a? Parce que là, on est un peu bloqué, il y a tellement de protocoles et c'est vrai que ça serait bien et c'est le moment de nous donner un protocole qu'on peut suivre avec ce qu'on a comme moyen. Vous avez complètement raison. J'ai essayé de contextualiser les recommandations, quand vous avez pu remarquer, en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de notre expérience. Mais c'est vrai qu'il est temps d'avoir un protocole national comme ce qu'on avait fait. Et là, je passerai la parole à professeur Mskini, il est avec nous, pour parler au nom de la Société marocaine de gastro-entérologie pédiatrique. Il y a une question avant. Oui, c'est bon. Quelle est la place de l'antibiogramme dans le traitement de l'hélicobacter? L'antibiogramme, c'est lui qui guiderait normalement la prescription. Comme on fait pour les infections urinaires, comme on fait pour toute infection. C'est-à-dire que normalement, avec la biopsie qu'on fait, elle doit passer par la culture pour l'antibiogramme. Elle doit passer par la PCR pour la mise en évidence certaine du diagnostic. Et elle doit passer par l'histologie qui vont montrer directement la présence de l'HP. Et donc l'antibiogramme, ça nous permet d'éviter les réflexions. Métronidazole, clarithromycine, comment, forte dose, mais chez forte dose. Ça va faciliter la prescription, orienter la prescription. Qu'est-ce qu'il faut faire chez un enfant qui a été éradiqué? Oui. Si Mskini, tu veux prendre la parole? Monsieur Ben Hussein, j'ai une question ici. Si vous permettez, Monsieur Ben Hussein. Merci Mounia pour cet excellent exposé, mais en vie réelle, on a vraiment des enfants qu'on diagnostique selon ce que tu nous as dit, c'est-à-dire par l'antigène dans les selles, mais c'est des enfants qui récidivent. On les traite correctement. Pourquoi ils récidivent? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'ils sont infectés par rapport c'est-à-dire en intrafamilial? Est-ce qu'il faut faire quand même un dépistage en intrafamilial? C'est-à-dire ils récidivent quelques semaines, quelques mois après, mais avec récidive avec bactériologie positive. J'avais des diapos sur la transmission de la bactérie, mais je les ai enlevés par manque de temps. En fait, je croyais que j'allais dépasser. Alors, la transmission est très, très souvent intrafamiliale. Ce n'est pas les transmissions dans les restaurants et autres choses qu'on peut suspecter, c'est surtout intrafamilial. La transmission est interhumaine, il n'y a pas de réservoir animal, ça se passe entre nous. Ça appartient à l'humanité, cette bactérie. Et donc, si on ne traite que l'enfant, il faut voir, bien sûr, et surtout en cas de récidive. En cas de récidive, on ne va pas le faire de façon systématique, mais en cas de récidive, il faut voir ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire dans son foyer, est-ce qu'il n'y a personne qui est infecté. Alors, pour ceux qui sont symptomatiques, c'est obligatoire. Pour ceux qui ne sont pas symptomatiques, on peut recommander l'antigène HP dans leur selle. La récidive n'est pas très fréquente, malgré tout ça. Elle n'est pas très fréquente. C'est-à-dire que dans 70% des situations, la récidive va peut-être arriver dans plusieurs années. Professeur Mskini, s'il vous plaît. Je vais juste faire un commentaire par rapport à ta conclusion concernant les examens à faire. Il faut faire la différence entre l'HP et la gastrite. On est d'accord pour que les collègues ne gardent pas une idée floue. Quand il s'agit de la recherche d'une gastrite, c'est l'endoscopie. L'HP, on peut voir est-ce qu'il existe ou pas par les antigènes solubles dans les selles ou la biopsie, mais
pas la sérologie. La sérologie, il nous dit, voilà, il y a eu un contact, soit récent, soit ancien, un jour avec l'HP, donc il faut arrêter de la demander. Par rapport au protocole, la Société marocaine de gastroentérologie et nutrition pédiatrique avait émis un protocole concernant la gastrite à HP avec des adaptations selon le contexte marocain. On n'a pas l'évaluation systématique de la résistance ou la sensibilité de l'HP à la clarithromycine. Et même si on veut le faire, pour le moment, ça coûte cher pour le patient et très peu de laboratoires le font. Et donc, on avait émis un protocole très simple, vu le contexte marocain, et qui fonctionne. Le problème, c'est que l'HP est très fréquent au Maroc par rapport aux autres populations, notamment européennes. Et on a un taux de récidive qui est quand même assez important. Et c'est soit un traitement insuffisant, soit une résistance, mais surtout la réinfestation intrafamiliale qui en est très probablement responsable. Mais il n'y a pas eu vraiment d'études là-dessus dans le contexte marocain. Mais le protocole est consultable sur le site de la société. C'est bon. Docteur Attar, s'il vous plaît. Oui. Madame Drissi, corrigez-moi s'il vous plaît si je me trompe. J'ai une idée dans ma tête que déjà, quand il y a une présence des antigènes solubles dans les selles, par rapport au HP, c'est une manifestation, c'est une infestation assez importante. Donc, pourquoi compléter le bilan alors qu'il faut déjà dans les selles, donc c'est que bon, ça a traversé tout le tube digestif et c'est en abondance, donc il faut commencer à le traiter. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des résistances? Pourquoi vous faites l'antibiogramme? Est-ce que vous avez eu des résistances quant la trithérapie? Ah oui, on a parlé tout à l'heure des récidives. Et les récidives, c'est-à-dire, est-ce que le malade n'était pas bien traité auparavant? Est-ce qu'il a répondu au traitement ou est-ce qu'il a vraiment récidivé? Donc, pour ceci, il fallait vérifier l'éradication effectivement après le traitement. Juste, je rappelle, j'avais oublié cette notion que pour faire l'éradication, pour demander un test d'éradication, le test respiratoire, il faut attendre 4 semaines de l'antibiothérapie et 2 semaines de l'IPP. D'accord, pas avant parce que sinon... Alors maintenant pour l'antigène HP dans les selles, c'est vrai qu'on peut se contenter uniquement... Il est très spécifique, il est très simple, comme on avait dit tout à l'heure. On fait la fibroscopie pour chercher, comme j'ai dit, les autres diagnostics, les complications, etc. Le degré de l'atrophie gastrique, on a plus de 50% d'atrophie gastrique dans notre contexte. D'ailleurs, comme partout dans les pays méditerranéens, surtout la Tunisie et l'Algérie plutôt, et maintenant, si vous êtes dans un coin où vous ne pouvez pas bien sûr demander l'endoscopie, où là, les parents refusent de faire la fibroscopie, peut-être on peut se contenter de l'HP. D'accord? Mais si on a la possibilité de faire l'endoscopie, je ne sais pas, est-ce que le professeur Taher est d'accord avec moi? Professeur Taher, s'il vous plaît. Pardon. Une petite question rapide. Alors, il était question à un moment qu'il y ait un réservoir au niveau de la cavité buccale qui serait une source de recontamination et qui pourrait justement participer à cette récidive. Et donc, nous, en tant que dentistes, on nous proposait d'accompagner cette prise en charge par un assainissement de la cavité buccale et des mesures de prévention pour éviter le... Donc, je ne sais pas, par rapport aux dernières recommandations, c'est ressorti. On n'a pas parlé dans les recommandations actuelles de ce point-là, mais je pense que si on éradique l'HP, on l'a éradiqué, je pense, y compris dans la cavité buccale. Mais c'est vrai qu'il faut conseiller les mesures d'hygiène bucco-dentaire au fur et à mesure. Professeur Taher. Alors, merci, professeur Mounia, pour cette mise au point, je dirais, complète. Alors, je rejoins mon ami Dr Bahmouch pour les recommandations à l'échelle nationale. Il y a eu quand même un travail, des propositions, je dirais, de la Société marocaine de gastropédiatrie, comme l'a rappelé mon ami professeur Mskili. Certes, il faut peut-être actualiser ces recommandations et à la lumière de ce qui est recommandé par les sociétés savantes internationales. Je voudrais juste revenir sur d'abord la sérologie HP. Je pense que les adultes continuent quand même à la demander, notamment quand on a des gastrites nodulaires, mais qu'on ne retrouve pas le HP au niveau des biopsies.
Alors il faut quand même vérifier s'il n'y a pas des traces, on va dire, sérologiques aussi de l'HP. Alors les adultes, excuse-moi, oui. Les adultes, ils font la sérologie, mais s'ils la trouvent positive, ils la couplent avec un autre moyen non invasif, les l'antigène ou le test respiratoire. Maintenant, s'ils la trouvent négative, est-ce que ça élimine ou élimine pas? C'est ça le problème. C'est des gastrites modulaires, il faut absolument s'acharner sur l'HP. Mais l'essentiel, c'est que il faut quand même rappeler que le HP n'est pas toujours nocif. Ça, c'est important. Le fait de le trouver au niveau des selles ne veut pas dire qu'on est malade de l'HP. Il fait partie de notre flore. Et actuellement, beaucoup d'études qui montrent quand même l'intérêt de l'HP dans la prévention de maladies immunologiques. Enfin, beaucoup de disséminité, tu as cité l'asthme, effectivement, mais pas que l'asthme. Enfin, il y a beaucoup de problèmes immunologiques qui seraient peut-être... On est protégé peut-être grâce à l'HP, donc il ne faut pas s'acharner sur l'HP. Il y a des indications, certes, même pour le dépistage, on parle beaucoup plus de gens qui ont dans la famille des cancers gastriques, et tu l'as bien rappelé, ou quand on a une anémie et quand l'indication de l'endoscopie se pose. C'est-à-dire quand même qu'on a commencé à restreindre un petit peu les indications d'aller chercher et traiter le HP. Effectivement, voilà. Effectivement, c'est ça. Professeur excusez-moi, mais le rôle bénéfique, il est toujours controversé jusqu'aux articles que j'ai revus récemment, toujours controversé, mais il n'est pas réfuté, ils disent. Il n'est pas réfuté complètement, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de clarifier. Est-ce qu'on peut demander l'avis d'un immunologiste, puisque le professeur Taher a parlé d'immunologie, est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Donnez-lui le compte. Question directe. Directe. Non, en tant qu'immunologiste. En tant qu'immunologiste, voilà. Les aspects immunologiques de toute infection, ou bien le fonctionnement du système immunitaire, dépend de facteurs qui sont relatifs au pathogène lui-même et de facteurs qui sont relatifs à l'hôte. Et quand on parle du pathogène, c'est par rapport à sa capacité, sa virulence et sa capacité à induire une réponse immunitaire. Et puis de l'autre côté, chez l'hôte, il y a 3 catégories ou 3 situations du système immunitaire. C'est ou bien le système immunitaire fonctionne normalement, et là, il n'y a pas de problème. Donc il va bien gérer toute situation. Ou bien le système immunitaire est immunodéficient, et là, il ne va pas fonctionner. Et pour ne pas vous rendre la vie plus facile que ça, tout à l'heure, professeur Bousfiha, quand il a parlé des déficits immunitaires primitifs, il a précisé un point très important, c'est qu'on ne parle plus maintenant de déficit immunitaire primitif. On parle des erreurs innées de la réponse, plutôt des erreurs innées de l'immunité, et de l'immunité dans sa globalité. Il y a l'immunité naturelle, l'immunité innée, et il y a l'immunité spécifique. Et de ce côté-là, où il va y avoir, ou bien, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment si vous voulez. Donc, ce qui fait, il y a, ou bien le système immunitaire va réagir, ou bien le système immunitaire va réagir de façon inappropriée et déplacée. C'est le cas de l'allergie, par exemple. Le système immunitaire se met à réagir contre des aliments que normalement on mange. On ne fait aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais chez certaines personnes, ils vont être allergiques. Ou bien le système immunitaire va être dérégulé dans le sens où il va réagir contre ses propres composants. On est dans l'auto-immunité. Donc, c'est des situations qui sont très confuses. Dans le cas du HP, est-ce que je réponds du HP et en général. Et il y a des situations aussi que le professeur Bousfiha a précisé ce matin, c'est qu'il y a des situations de déficit immunitaire vis-à-vis d'un pathogène, chose que l'on ne savait pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes voies de signalisation, il y a différentes voies d'interaction entre les cellules et les molécules du système immunitaire qui font que, moi personnellement, je suis convaincu, on ne connaît même pas 2 ou 3% de comment ce système fonctionne. S'il vous plaît, j'ai une question. Ouais, allez-y. Ouais. S'il vous plaît, je voulais juste poser une question au professeur Drissi avant. Je vous remercie pour cet excellent exposé. C'est juste par rapport au hernie hiatale, parce que j'ai eu une petite réflexion par rapport aux hernies hiatales qu'on reçoit, celles qu'on opère et celles qu'on surveille. Y a-t-il pas une synergie
entre l'HP, l'infection HP, et les hernies hiatales dans le sens de la pérennisation des lésions œsophagiennes, dans votre expérience? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que les enfants porteurs d'une hernie hiatale, ils ont beaucoup plus de probabilité de développer des lésions œsophagiennes avec des stades avancés que les enfants qui ne sont pas porteurs de hernie hiatale? Et merci. Merci Hind. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait une fibroscopie pour vomissement chronique, pour voir s'il y a une hernie ou une œsophagite ou la autre, on passe directement, bien sûr, dans l'estomac et on va voir en fonction de ce qu'on trouve sur la muqueuse gastrique, est-ce qu'on va biopsier, est-ce qu'on va chercher ou pas. Maintenant, la relation théorique entre l'hernie, ce n'est pas vraiment l'hernie hiatale et l'hélicobactère, mais surtout entre le RGO et l'hélicobactère. Et le RGO fait partie des maladies dont a parlé tout à l'heure professeur Taher, des maladies que l'HP pourrait protéger contre, mais pas de relation directe avec l'hernie hiatale comme hernie hiatale. Là-bas, la dame, là-bas. Celle qui a levé le dos, c'est toi? Non? Alors donne le hasard. Il y a des années, on devait faire un travail sur le portage, enfin l'hélicobactère pylori découvert à l'endoscopie et la localisation au niveau des gencives. Et voir est-ce que les mêmes ou bien c'est différent, et quelle est celle qui, même si l'infection est interhumaine, on se dit est-ce que lors des vomissements, lors de reflux, il n'y a pas un passage de l'estomac vers les tours. Alors ma question est au professeur Bensouda. Y a-t-il des lésions particulières au niveau de la gencive ou bien au niveau des dents qui nous permettent de dire c'est une infection à Helicobacter pylori? En dehors de la litose? Oui, absolument. En fait, ce qui revient par rapport au reflux, c'est les érosions dentaires. C'est quelque chose qui est bien décrit. Par rapport à l'Helicobacter pylori, il y avait des travaux qui étaient faits pour pouvoir faire un prélèvement de plaques bactériennes, c'est-à-dire le biofilm, et à partir de l'analyse de ce biofilm, décrire la présence... oui, ou pas de Helicobacter pylori qui pourrait aider au diagnostic justement de ça. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations actuellement. J'ai fait les actualités, pas l'historique.